Salut les geeks, vous êtes sur le point de plonger dans une nouvelle vidéo dédiée à la résolution des travaux pratiques Packet Tracer du cours de CCNA 1. Préparez-vous donc à enrichir vos connaissances et à booster vos compétences. C'est parti, rendons-nous comme d'habitude dans notre dossier CCNA 1 version 7.0.2 FR. Nous l'ouvrons donc. Je vais agrandir ceci. Voilà, on a le fichier du cours. Ok, alors maintenant nous allons ouvrir notre travail pratique numéroté 4.7.1 et rassurez-vous d'ouvrir le fichier PKA et le fichier doc. On commence par le fichier doc. Maintenant le fichier PKA. Voilà, notre fichier s'est ouvert. Ce qu'on va faire comme d'habitude, on va cliquer sur doc pour enlever ceci. On va le réduire. On va mettre Packet Tracer à droite. Puis notre fichier texte à gauche. Voilà, on va c'est un petit peu comme ça. Voilà. Packet Tracer, exploration des couches physiques, mode physique. Objectif. Dans la première partie, on va examiner des informations d'adressage IP local. Et dans la deuxième partie, on va tracer le chemin entre la source et la destination. Contexte ou scénario. Dans cette activité PTPM, donc Packet Tracer Physical Mode, vous traiterez le chemin physique de paquets IP d'un domicile à Monterey, en Californie, jusqu'à un serveur web de l'université d'Hawaï sur l'île d'Oahu à Hawaï. Vous le ferez dans Packet Tracer et sur votre ordinateur. Dans la simulation Packet Tracer, un étudiant vit à Monterey, Californie, États-Unis, et utilise régulièrement un navigateur web pour accéder au site web de l'université d'Hawaï à l'adresse www.hawaii.edu. En voyant les informations téléchargées depuis les serveurs web vers son ordinateur personnel, elle devient curieuse de savoir comment les adresses IP ont voyagé de Monterey et Hawaï. Quel est le chemin réellement emprunté par ces paquets et comment ont-ils parcouru l'océan Pacifique? Vous êtes également intéressé par ces questions et étudierez les chemins entre votre emplacement unique et les serveurs à Hawaï. Cette activité suit le paquet entre deux appareils dans deux emplacements spécifiques en utilisant leur connexion Internet spécifique. Deux autres périphériques dans ces deux mêmes emplacements, mais utilisant des connexions Internet différentes ou fournisseurs d'accès Internet différents, entraînerait très probablement que le paquet IP prenne un chemin bien différent. Cette activité n'est qu'un exemple de la façon dont divers fournisseurs des services Internet et réseaux interconnectent pour créer un chemin entre deux appareils qui communiquent via Internet. Il existe de nombreuses possibilités de chemins que le paquet peut emprunter en fonction des éléments suivants. Premièrement, emplacement de l'ordinateur client. Deuxièmement, le fournisseur des services Internet du client. Troisièmement, l'emplacement de l'ordinateur serveur. Quatrièmement, le fournisseur des services Internet du serveur. Et puis, cinquièmement, comment les différents FAI et autres entités se connectent pour former un chemin entre les clients et les serveurs. Dans cette activité, vous commencerez à comprendre certaines des différentes entités et organisations impliquées dans le fait que les adresses IP se déplacent avec succès entre deux appareils sur Internet. Vous verrez comment le paquet entre votre ordinateur personnel, appelé ordinateur client, se déplace vers un serveur web. Remarque, cette activité a été créée en suivant une connexion réelle entre l'ordinateur domestique à Monterey, Californie, États-Unis, et un serveur web de l'université d'Hawaï, Honolulu, Hawaï, États-Unis. Le terme et appareil mentionnés dans ces laboratoires peuvent différer de votre connexion en fonction de votre emplacement et des fournisseurs des services concernés. En outre, les informations utilisées dans le cadre de cette activité sont sujettes à changement en fonction des prestataires de services. Certaines informations ont été simplifiées afin de le rendre plus compréhensible. D+. Toutes les informations contenues dans cette activité ont été découvertes
par les auteurs à l'aide d'outils de recherche web communs. Aucune des organisations mentionnées dans cette activité n'a été communiquée pour en vérifier l'exactitude. Enfin, le schéma d'adressage IP a été modifié pour éviter d'utiliser des adresses IP publiques. Conditions requises: un PC avec paquet tracer installé et une connexion Internet. L'utilisation d'un appareil mobile pour cette activité n'est pas recommandée. Donc, bien évidemment, utiliser un ordinateur, ça sera mieux d'utiliser un téléphone. Instruction. Partie 1. Examen des informations d'adressage IP local. Dans cette partie, vous examinerez les informations d'adressage IP de votre réseau domestique. Étape 1. Quelle est mon adresse IPv4? Votre adresse IP est utilisée pour identifier votre ordinateur lors de l'envoi et de la réception de paquets, de la même façon que votre adresse de domicile est utilisée pour envoyer et recevoir du courrier. Vous pouvez utiliser la commande ipconfig sous Windows et la commande ifconfig sous macOS et Linux. Remarque, cette activité s'ouvre à l'intérieur du réseau domestique. Donc on écrit Home Network. Et si vous avez exploré d'autres emplacements, revenez au réseau domestique. Bien sûr, on n'a rien exploré, nous sommes au réseau domestique, donc on va revenir nulle part, on va rester là où nous sommes. À cliquer sur Home PC, posez sur le bureau. Home PC, c'est celui-ci, on va cliquer là. Voilà. Vous pouvez cliquer sur l'onglet Desktop. Desktop est là. Et après commande 30, on va sur l'invite de commande. Okay. Maintenant que nous y sommes, B, entrez la commande ipconfig et examinez les informations d'adressage IP pour Home PC. Donc, un petit ipconfig. Très bien. C'est bon. L'adresse IPv4 est 192.168.0.75. Donc 192.168.0.75, qui est connu comme qui est connu sous le nom d'adresse IPv4 privé. La plupart des ordinateurs clients et d'autres périphériques utilisent une adresse IPv4 privée. Ce sont des appareils qui n'ont pas besoin d'un autre appareil pour accéder à partir d'Internet. Les adresses IPv4 privées sont utilisées pour conserver le nombre limité d'adresses IPv4 publiques, routables globalement. Donc, pour faire simple, pour que vous puissiez comprendre, c'est qu'il y a deux grandes catégories d'adresses. On a l'adresse IP publique. Ce sont deux adresses qui sont routables sur Internet. Autrement, le routeur a effectué une traduction d'adresse. Le routeur a une adresse IP privée et a traduit cette adresse IP privée grâce bien évidemment au protocole NAT pour en faire une adresse IP publique qui peut maintenant être utilisée sur Internet. Et puis, la plage d'adresse IP privée va, là pour il y a trois classes. Il y a la classe A où la plage d'adresse IP privée est 10.0.0.0/8. Autrement que cette plage va de 10.0.0.0 à 10.255.255.255. Pour la classe B, la plage d'adresse va de 172.16.0.0 donc /12, ce qui veut dire que la plage va de 172.16.0.0 à 172.31.255.255. Et enfin, pour la classe C, l'adresse IP privée, c'est 192.168.0.0/16, ce qui veut dire que la plage va de 192.168.0.0 à 192.168.255.255. Voilà un peu ce qu'il faut retenir. Autrement, si on voit une adresse IP qui est dans l'une de ces trois plages, c'est-à-dire la classe A, la classe B ou la classe C, cette adresse IP là est une adresse IP qui est privée. Comme là, par exemple, nous avons le 192.168. Déjà, c'est le début, on voit que nous sommes dans la plage d'adresse de la classe C. Et comme c'est 192.168, c'est donc une adresse IP qui est privée. Alors, à répéter cette étape sur votre propre appareil. Quelle est l'adresse IPv4 et la passerait par défaut de votre appareil? Bon, juste pour mon PC, je vais aller sur la des commandes. Il y a beaucoup de façons de le faire. Je vais juste venir ici et taper un petit CMD pour envie de commande. Voilà, donc là, je suis sur mon envie de commande. On fait un petit ipconfig
Voilà. Donc là, on remarque que, bon, il y a bien évidemment deux plages, hein, parce que la plage pour ton VPN, c'est le VPN que j'utilise. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais ce qui nous intéresse, c'est la carte Ethernet. OK? Donc, Ethernet. Là, on voit que mon adresse IP privée, c'est les 172.20.10.4. OK? Donc, on avait dit que là, la plage va des 172.16.0.0 à 172.31.255.255. Donc, ça, c'est bien évidemment mon adresse IPv4 privée. Et puis là, nous avons les 172.20.10.1 qui est ma passerelle par défaut. Ce sont donc les deux informations qui me sont demandées. On va réduire ceci parce que de temps en temps, on va y revenir. OK? Donc, étape 2, quelle est l'adresse IPv4 de mon routeur? Cette même commande Windows ipconfig affiche l'adresse IPv4 de votre routeur local ou domestique et qu'on va appeler passerelle par défaut. Notez que notre routeur local a l'adresse IPv4 192.168.0.1. C'est donc ça l'adresse IP de notre routeur ou la passerelle par défaut, donc default gateway. On va faire ça comme ça. Il s'agit du routeur qui connecte votre réseau domestique local au réseau de votre fournisseur d'accès Internet et vous donne l'accès à Internet. Parfait. Remarque, vous pouvez utiliser la commande route-n getDefault pour déterminer la passerelle par défaut sur votre ordinateur utilisant le système d'exploitation macOS ou Linux. Alors, quelle est l'adresse IPv4 de votre routeur? Bon, moi j'ai un Windows. On avait déjà vu que pour mon Windows, l'adresse IP de mon routeur, qui n'est nul autre que la passerelle par défaut, c'est 172.20.10.1. Parfait. Étape 3, quelle est mon adresse IPv4 publique? Et les adresses IPv4 privées ne sont pas routables sur Internet. Vous n'allez jamais voir une adresse IP qui commence par 192.68 sur Internet, ni 10, ni 172.16 à 172.31. Chose comme ça sur Internet, jamais. Lorsque le paquet IP quitte votre réseau, leurs adresses IPv4 privées doivent être remplacées par une adresse IPv4 publique. L'adresse IPv4 publique est utilisée par les serveurs ou toute autre destination pour renvoyer le paquet à votre ordinateur client. Où s'effectue cette traduction entre les adresses IPv4 privées et publiques? Votre routeur local fait cette traduction pour vous. Comment pouvez-vous trouver l'adresse publique que votre routeur local remplace à votre adresse IPv4 privée? Alors, sur votre appareil, cherchez quel est mon IP sur Internet. Certains moteurs de recherche vous indiqueront votre adresse IPv4 publique sans avoir besoin de visiter un autre site web. En outre, plusieurs sites web seront répertoriés qui fourniront cette information et d'autres. Remarque, de nombreux FAI ont commencé à utiliser des adresses IPv6. Les adresses privées ne sont nécessaires que pour conserver le nombre limité d'adresses IPv4 publiques. L'utilisation des deux adresses différentes et la traduction entre elles n'est pas nécessaire pour IPv6. Donc, paquet tracer, fermez la fenêtre de commande, puis cliquez sur navigateur web. Donc, vous allez fermer ceci, commande prompt, fermer ici. On va sur web browser. Voilà. Dans les champs URL, tapez www.tellmemyip.com. Puis cliquez sur accéder. Donc, on vient dans ces champs, tape un petit www.tellmemyip.com. On va sur accéder go. Alors, remarque, ces sites effectifs et n'existent actuellement que dans Packet Tracer. Ok, intéressant. Voilà, donc en plus de l'adresse IPv4 publique, notez que le site web que nous avons utilisé fournissait d'autres informations, y compris le nom de votre FAI et l'emplacement géographique. L'information du fournisseur des services Internet est également, ou généralement, très fiable. Cependant, l'information géographique, ville, état et pays, la géolocalisation, latitude et longitude ne sont pas toujours complètement exactes. Peut-être que le site web que nous avons utilisé montre la ville comme Pacific Grove. On est juste quelque part ici. Okay. Environ 5000 de notre emplacement des résidences à Monterey. Ces informations sont généralement une région que le FAI a utilisée
pour tous les clients de cette zone. Très bien. Donc ici, en l'occurrence, nous avons beaucoup d'informations intéressantes. L'adresse IPv4 publique et celle-ci. Ok. Le nom du fournisseur d'accès à Internet au fournisseur de services Internet Service Provider est là. Voilà. Donc les lieux également, c'est là. Nous avons également la géolocalisation, en l'occurrence la latitude et la longitude. Alors vous vous direz, ouais, mais comment est-ce que ça se fait que nous puissions avoir une adresse IPv4 privée comme adresse IPv4 publique? Vous direz, ben, Code John, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Et bien, comme on vous a dit, c'est site ici, Tell Me My IP de Packet Tracer est juste utilisé comme un exemple. Ok? C'est juste pour vous montrer comment est-ce que les choses se passent. Mais en gros, vous n'allez jamais voir une adresse IP 10.70.93.27 sur Internet. Maintenant, dès on va sur notre appareil ou votre appareil, utiliser l'un des sites web When is my IP que vous avez trouvé dans votre recherche. Bon, moi je vais ouvrir mon navigateur Brave, je vais me rendre sur Google. En gros, c'est une erreur, on ne peut pas écrire when is my IP parce que ça n'a pas de sens, c'est plutôt What is my IP. Ok? Puis on fait un petit Enter. Il y a beaucoup de sites qui sont proposés. Bon, moi j'ai un site que j'aime bien. Je vais vous le mettre dans la description. Et vous allez apparaître sur l'écran. Donc, une fois que vous verrez ce site sur l'écran, vous allez cliquer simplement iplocation.net. Ok, le site il est là. Vous allez comprendre pourquoi j'aime bien ce site parce que c'est un site qui est très précis. Voilà. Donc là, on est sur iplocation.net et puis nous avons beaucoup d'informations concernant l'adressage IP. Je vais mettre ça comme ça. Comme ça particulièrement. Voilà. Alors, répertoriez votre adresse IPv4 publique, votre emplacement et votre fournisseur de services Internet. Bien évidemment, moi j'utilise un VPN. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut utiliser un VPN. Mais principalement, étant donné que c'est une vidéo qui sera publiée sur YouTube. Et donc, j'aimerais bien cacher ma vraie adresse IP. Voilà pourquoi j'ai utilisé un VPN. Et avec le VPN que j'utilise, j'ai une adresse IP telle que le 37.19.199.137. Ça, c'est mon adresse IP publique qui apparaît sur Internet. Et pour cette adresse IP publique, la localisation, c'est à New York, États-Unis. Voilà un peu. Et les fournisseurs de services, c'est Datacamp et Metel. C'est un peu ça. Parce qu'il reste encore l'emplacement. Il n'y a pas d'informations précises par rapport à mon emplacement jusqu'à présent. Là, il n'y a pas vraiment d'informations précises par rapport à mon emplacement. Ce sont juste toutes les informations qui sont nécessaires. Mais je pense que vous, quand vous le ferez, vous aurez un peu plus d'informations par rapport à votre emplacement et tout. Donc voilà un peu quelques informations intéressantes et importantes qui me concernent. Je peux venir sur Show More IP Details pour voir un peu beaucoup plus de choses par rapport à mon emplacement. Tout. Voilà, ça c'est mieux. Donc ici en gros on voit l'adresse IP. Comme on a dit, on a vu la ville, la région, donc la cité, New York City, la région New York, la longitude est là, la latitude est là, le pays États-Unis, le fournisseur d'accès Internet, il était quelque part là, il a disparu et tout. L'organisation c'est ça et tout. Voilà un peu. Alors, examinez les connexions de votre réseau. À quoi ressemble la connexion entre votre appareil et votre routeur, avec ou sans fil. Donc, je vais réduire un peu tout ceci. Bon, si on doit examiner d'abord le réseau que nous avons ici, si je le zoome un petit peu, zoom encore, je vois que mon PC est connecté avec un câble, hein, qui est quelque part là, qui quitte mon PC. Donc, mon PC, donc il y a une connexion connectée au port passe Ethernet 0 de mon PC et qui a comme passerelle bancaire pour mon port adresse IP 192.168.0.75/24. La passerelle par défaut c'est le 192.168.0.1, l'adresse du DNS et tout. Et puis il va, la connexion c'est là, est toujours dans le vert et tout. On va là. Et puis il y a une connexion filaire, hein, bien évidemment une connexion filaire qui va jusque... Bon, c'est quel équipement?
voilà, qui va jusqu'au routeur. Vous en avez écrit home router, le routeur domestique, avec les différentes interfaces gigabit 00, gigabit 01, 10 et les différentes adresses IP. Alors ces routeurs, c'est un routeur à la fois filaire et sans fil. À retenir que c'est un routeur domestique. Et puis il y a une connexion, voilà, où les routeurs que votre appareil utilise pour accéder à Internet, c'est un routeur domestique, il est là. Et puis il y a ces routeurs qui est connecté bien évidemment à un autre équipement qui est les modems par câble, donc câble modem. Le modèle est là et tout. Et puis ces modems doivent bien évidemment avoir un câble, soit une antenne à la maison ou un câble qui est venu se connecter, donner la connexion à ces modems. Donc voilà à peu près comment la connexion s'effectue sur mon petit réseau que j'ai ici, mon réseau domestique. Voilà, donc à quoi ressemble la connexion entre votre routeur et Internet? Utilise-t-il un câble de la compagnie de téléphonie? C'est sans fil. Pouvez-vous trouver le câble au moment où il quitte votre maison ou voir la tour à distance s'il s'agit d'une connexion sans fil? Bon, pour Packet Tracer, on a vu l'emplacement, comment ça se passe. Mais pour moi, en tout cas, j'utilise une connexion mobile. Puis j'active le point d'accès et je partage la connexion avec mon ordinateur. C'est comme ça que moi je suis connecté à Internet. Donc c'est mon fournisseur d'accès à Internet qui a donné une connexion à mon fournisseur mobile. Voilà comment j'ai ma connexion à Internet. Sûrement il doit y avoir un BTS quelque part ici où je peux recevoir le signal et me connecter à Internet. C'est bon. Recherchez YouTube Tour Home Network 2020 Guard Webit et tout. Il ne s'agit pas de votre réseau domestique moyen, mais vous pouvez reconnaître plusieurs des mêmes périphériques que ceux de votre propre réseau domestique. Ce qu'on fait, c'est simple, on copie tout ceci, un petit CTRL C. Alors on vient là, on fait ça, un petit Enter. Alors une vidéo YouTube qui sera affichée pour revoir ou visualiser cette vidéo YouTube ici, elle est très intéressante. Voilà, cette vidéo que vous devez visualiser. Voilà, moi je ne vais plus la révisualiser. Partie 2, tracer le chemin entre la source et la destination. Dans cette partie, vous allez utiliser la commande traceroute utilisée pour le diagnostic réseau et pour afficher le chemin d'accès de paquets vers une destination. Il recueille des informations sur chaque saut de votre appareil à la destination. Chaque ligne de la sortie désigne l'adresse IP d'un routeur utilisé pour transférer des paquets d'un réseau à un autre réseau. Ceux-ci sont connus sous le nom de tronçons. Sous Windows, la commande est tracert, tandis que le système d'exploitation Mac OS et Linux utilise la commande traceroute. Dans Packet Tracer, vous utiliserez la commande tracert Windows. Les tronçons sont simulés. Cependant, ils adhèrent étroitement au chemin réel qui les données prendraient entre un PC à Monterey, en Californie, et les serveurs web de l'Université d'Hawaï à Honolulu. Remarque, au cours de cette partie, vous examinerez la sortie des deux traceroutes. Un sera à partir du PC domestique à l'intérieur du Packet Tracer. L'autre sera à partir de votre propre appareil personnel. Étape 1. Utilisez traceroute pour afficher le chemin de Monterey à Hawaï. Dans Packet Tracer, sur le PC d'accueil, fermez la fenêtre du navigateur web. On va d'abord commencer par réduire ceci. Voilà, nous sommes ici, il n'y a rien. Donc on va aller sur le PC du bureau où nous étions. On ferme cette fenêtre. OK. Donc c'est toujours ouvert, c'est déjà fait. Dans l'onglet bureau, cliquez sur envie de commande. Donc comme un prompt, on est là. Entrez la commande tracert www.hawaii.edu. Un petit tracert www.hawaii.edu. C'est Enter. On dit vous pouvez cliquer sur Fast Forward pour accélérer le processus. Voilà, ça c'est intéressant. Donc c'est juste ces boutons ici, on clique une fois, deux fois, trois fois. Voilà, qu'on a fini. Donc j'ai cliqué 3 fois et c'est fini. Sur votre ordinateur portable ou votre ordinateur, ouvrez une fenêtre de terminal et entrez la commande traceroute
de votre système d'exploitation. Moi, bien évidemment, j'ai un Windows. Je vais taper aussi un petit traceroute si c'est possible. Non, c'est Tracert. Je suis sur Windows. Voilà. Votre sortie sera différente de la sortie ci-dessous et de la commande en paquet Tracert. Donc, Tracert là, www.hawaii.edu. Un petit enter. Voilà, donc là aussi on attend. Ouais, sauf si vous habitez près de Monterey en Californie, vous aurez probablement des noms des routeurs, des adresses IPv4 et un nombre de sauts très différents. Voilà, c'est un peu ça. Dans la sortie traceroute, les adresses IPv4 réelles ont été converties en adresses IPv4 privées. Alors, on a ça. Alors, pour information, ce sera important que vous puissiez copier toutes ces sorties traceroute dans un autre fichier document. Parce qu'on va devoir y revenir plus d'une fois. Donc, on peut copier à partir d'ici, c'est pas un problème. Juste quelque part ici. Un petit CTRL-C. On ouvre un nouveau document. Voilà, c'est bon. Ouais, ce serait important qu'on ait ça dans notre champ des mires. Ok. Donc, je pense qu'ici, ça serait déjà mieux. On laissant quand même que ça arrive jusqu'à 30, mais lorsqu'il y a déjà des sauts comme ceci, où on dit dès d'attente dépassée, il faudra déjà appuyer sur un CTRL-C parce que c'est déjà fini. Donc, comme on dit, lorsque la sortie commence à dépasser comme le 15e et 16e saut, dans la sortie ci-dessous, entrer CTRL-C pour terminer traceroute. Déjà ici au 14e, 15e et 16e, il y a ceci. On va faire un petit CTRL-C pour arrêter et c'est bon. Sinon, il continuera jusqu'à ce que le maximum de 30 sauts soit atteint. Le traceroute commence à temporiser dans cet exemple car le routeur à la fin du chemin est très probablement configuré pour ne pas répondre aux requêtes traceroute. Donc là, on est dans les bons. Ici, on a notre réponse par rapport à mon PC Windows et là, on a la réponse par rapport à Packet Tracer. Voilà, donc on sera un peu dans ceci. J'aime que ce soit un peu plus long comme ça. Pas comme obligé. Voilà. Alors, la première entrée en surbrillance dans l'exemple montre le premier saut comme 1. Donc, si je rentre sur ce que nous avons copié, juste ici, on voit que ça, c'est le premier saut. OK? Parfait. Regardez attentivement la première ligne des sorties. Les trois nombres précédents à l'adresse IP sont des valeurs de redatage telles que 3 millisecondes, 4 millisecondes. Ici on a 3 millisecondes, mais on a dit de regarder la 40e ligne, la première ligne de sortie. Voilà, donc on voit un peu ça. 3 millisecondes, 4 millisecondes, 3 millisecondes. Il s'agit du temps d'aller-retour entre le périphérique source et les routeurs à cette adresse IPv4 en millisecondes. Le traceroute inclut également l'adresse IP de l'interface du routeur qui a reçu le paquet de la source du traceroute, ordinateur client. L'entrée en surbrillance dans l'exemple montre que le premier routeur a une adresse IP de 10.0.0.1. Certains sauts peuvent également inclure des informations des noms de domaine utilisés par le fournisseur des services pour documenter les informations sur les routeurs tels que ce que nous avons ici, PO302 1222-02.monterey.ca.sfba.comcast.net mis en évidence dans la sortie. Donc c'est que nous avons également ici. Bien que la sortie ait expiré avant d'atteindre les serveurs chez Hawaii.edu, les sauts précédents fournissent suffisamment d'informations pour tracer le chemin de nos paquets. Donc sur votre appareil, essayez de tracer la route vers d'autres sites web tels que www.netacad.com ou www.google.com. Certains tronçons vont probablement arriver justement au délai d'expiration, ce qu'il voulait dire. Certains serveurs ne peuvent pas répondre à traceroute. On va le faire. Donc on rentre juste sur notre invite de commande. Je vais ouvrir ici une invite de commande et puis une autre. Alors dans celle-ci, si je peux nommer ça www.netacad.com et puis ici je peux nommer ça www.google.com. ok, parce que ce sont les deux, c'est que la nomination n'a rien à voir, hein. C'est juste pour que vous puissiez voir un peu plus clair. Maintenant je rentre sur netacad.com. Alors j'ai fait un petit trace, certes www.
.netacad.com. Ok, on va voir le chemin jusqu'à netacad. Alors particulièrement, je pourrais aussi faire la même chose, mais on attend un peu. Voilà, ça c'est parfait parce que justement on a vu qu'il y a une route effective entre cet ordinateur-ci, avec les routages, ça passerait par défaut qui est là, et l'adresse IP finale de netacad.com qui est là. Ok, on fait la même chose sur Google, on fait un petit tracert www.google.com, un petit enter. Voilà, on voit également qu'il y a une adresse IP qui est ici, qui montre que la commande tracert a été effective, a été très bien effectuée, l'itinéraire est terminé. On voit les chemins qu'empruntent les différents chemins qui sont empruntés pour que je puisse atteindre ces réseaux. Les routeurs empruntent ces différents chemins ici. Mon routeur emprunte ces différents chemins pour atteindre finalement ces réseaux. Voilà, étape 2, étudier le deuxième tronçon de la sortie traceroute. On va étudier chaque tronçon jusqu'à ce qu'on va arriver à la fin. Le deuxième tronçon, il est là. Okay. Le paquet IP quitte maintenant le réseau domestique et soit envoyé au fournisseur d'accès Internet. Le 10.120.89.61 est l'adresse IPv4 du premier routeur en dehors du routeur domestique local. Ce routeur appartient au FAI. Ce routeur est connu comme le point de présence du FAI ou POP. C'est là que le FAI offre à ses clients un accès à Internet. Ça, c'est le point de présence. La connexion physique entre l'utilisateur final et le point de présence est connue sous le nom de boucle locale, ou également appelée dernier kilomètre. Traditionnellement, la ligne locale était les lignes téléphoniques entre les locaux d'un abonné et les centres téléphoniques locaux, parfois appelés centrales. Le câble en cuivre à paires croisées était utilisé pour transporter la connexion analogique et les informations de signalisation. Aujourd'hui, la boucle locale peut également inclure des câbles pour transporter des informations numériques qui peuvent être câblés ou sans fil. En termes de connectivité Internet, la boucle locale connecte les locaux du client au point de présence du fournisseur d'accès Internet. La boucle locale peut être l'un des différents types de connexions, y compris la connexion par câble, utilisant généralement le même câble coaxial utilisé pour la télévision et le téléphone. Deuxièmement, nous avons la DSL, donc la ligne d'abonnés numérique utilisant la même ligne téléphonique pour le téléphone et la télévision. Troisièmement, nous avons les signaux sans fil ou la boucle locale sans fil, WLL, y compris la technologie cellulaire. Quatrièmement, nous avons les connexions par satellite, généralement le même signal faisable que celui utilisé pour la télévision. Cinquièmement, nous avons le câble à fibre optique. Et plus sixièmement, nous avons la ligne téléphonique d'accès commuté utilisant le même câble en cuivre à paire torsadée utilisé pour le téléphone. Alors A, dans paquet tracer, notez que le PC domestique sur les bureaux est connecté au routeur domestique situé à l'étagère derrière les bureaux. On avait déjà vu ça. Donc ce PC ici est connecté à ce routeur qui est là, derrière le bureau. Cependant, le routeur domestique n'est pas connecté directement au routeur du prochain saut ou au routeur au prochain saut. Au lieu de cela, il est connecté à un modem câble. Le modem câble est là. Ce modem câble n'est pas un routeur. Par conséquent, il n'est pas signalé comme un saut dans la sortie traceroute. Bon, maintenant, on va accéder à Monterey. Notez que le prochain saut est physiquement lié au bâtiment comme cast pop. Donc pour aller à Monterey, ce sera un peu simple. On va juste cliquer ici pour retourner d'un cran. On voit que là, nous sommes sur comcast.com. Okay? Alors, j'étais en Monterey. Lorsque nous avons cliqué sur Back Level, donc retour précédent, nous sommes ici à Monterey. On était à monterey.ca. Okay?
Maintenant, on va voir que notre prochain saut, c'était le bâtiment Comcast.pop. Alors, comment on a vu ça? Vous vous souvenez de notre figure là? On a vu un peu où est-ce que nous sommes en train d'aller petit à petit pour faire un examen minutieux de tout ce que nous avons ici. Alors, nous allons maintenant sur Comcast.pop qui est là. On clique dessus. Voilà. Un POP, un point de présence, est physiquement situé dans un centre de données. Un centre de données est une installation physique que les entreprises utilisent pour héberger leur équipement critique, leurs applications et leurs données. Les composants clés d'une conception de centre de données incluent les routeurs, les commutateurs, les pare-feux, le système de stockage et les serveurs. Bien que le POP Comcast soit généralement un centre de données dans le monde réel, un paquet tracer, il ne stocke que l'équipement nécessaire à cette activité. Dans les racks, vous verrez plusieurs périphériques, y compris un périphérique simulant un système de terminaison des modems câbles. Si je vais devoir agrandir un peu tout ça, on va voir tout ceci. Donc là, nous l'avons déjà qui est là. Nous avons les Comcast CMTS, les Comcast, les points de présence Monterey. Nous avons les commutateurs. Enfin, en fait, on va en parler, vous allez voir ça. Les commutateurs multicouches, les serveurs DNS et pour les serveurs web. Donc, on a vu qu'on a un centre de données, une installation physique que les entreprises utilisent pour héberger leur équipement critique, leurs applications et leurs données. C'est bon. Les composants clés d'une conception de centre de données incluent les routeurs, les commutateurs, le pare-feu, le système de stockage et les serveurs. Bien que le point de présence Comcast soit généralement un centre de données dans le monde réel, dans paquet tracer, il ne stocke que l'équipement nécessaire. Voilà, on a déjà parlé de ça. Dans le rack, voilà, on a parlé de ça. On a parlé aussi qu'on va voir un système de terminaison des modems câbles, les routeurs Comcast POP Monterey qui est là, un commutateur multicouche est là, et puis les deux serveurs. J'en avais déjà parlé. Étape C, étudier les connexions physiques entre le périphérique, une interface Comcast-CMTS est directement liée au modem câble du réseau domestique. Notre interface au routeur suivant, Comcast POP Monterey, qui est en rackage directement au-dessous. Pour voir ça un peu plus clairement, si nous revenons, nous voyons que nous étions sur notre réseau domestique qui est là, Home Network. Okay. On a vu qu'il y avait justement un câble. Hein. Donc ici, on a un câble coaxial qui quitte notre modem. Okay. La connexion vient, donc si on vient cliquer sur ces câbles ici, même ici, nous allons voir que, juste là, nous allons voir que la connexion a comme pour destination ces modems de câble ici. Donc cable modem. Mais la source, c'est bien évidemment Comcast POP, qui est justement dans le rack, les Comcast CMTS. Donc si on rentre une fois, on vient sur le Comcast POP, là où nous sommes, on voit que la source est ici. Donc le CMTS. Et notre connexion qui vient comme par modem par câble est juste cette connexion ici. Vous voyez? Donc c'est ces câbles ici coaxial. Où nous avons que le périphérique source il est là, donc coaxial 10, et le port de destination c'est le port 0 du modem par câble. Donc on voit comment tout est logique. Et ces câbles ici que nous voyons ici, c'est ce câble qui est juste là, celui-ci. Donc là on comprend que on a quitté, pour faire un petit topo jusque là où nous sommes. Donc on a quitté une connexion, nous étions sur notre PC, notre passerait par défaut est là. Et lorsqu'on a effectué encore un programme traceroute, la commande traceroute, on a quitté ici et puis nous sommes venus sur Comcast.pop et les routeurs dont nous parlons, il est là. Donc les routeurs Comcast-CMTS avec le câble coaxial qui est juste ici. Ok, c'est le premier câble qui est connecté à notre routeur et on voit que le deuxième câble, c'est un câble qui est en rackage avec le routeur Comcast POP Monterey qui est là. C'est là on dit que notre interface est connectée au routeur de ce suivant Comcast POP Monterey qui est en rackage directement au-dessous. Au-dessous, il est là. La deuxième interface Comcast POP Monterey se connecte au source suivant que vous étudierez l'étape suivante. La troisième interface est connectée au commutateur qui est ensuite connecté aux deux serveurs. Le commutateur ici connecté aux ces deux serveurs. Les serveurs DNS traduits www.huawei.edu et www.telmemyip.com
à leur adresse IPv4 respective. On a le premier serveur, on appelle le serveur DNS qui est celui-ci. Ok. Et puis le serveur web dessert justement le site www.telmima.ip.com. On est justement là. Ok. Là c'est pour le serveur web et là c'est pour le serveur DNS. D dans votre propre réseau, quelle est la technologie pour la boucle locale que vous utilisez? Est-ce qu'on utilise le câble, la DSL, le satellite, les cellulaires? S'il s'agit d'une connexion filaire, voyez si vous pouvez trouver le câble quittant votre réseau domestique. Où ça va, à un poteau téléphonique, sous terre. Bien sûr, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, j'ai la connexion cellulaire. Le second saut dans votre commande traceroute sur votre appareil est généralement le POP de votre FAI. Alors, quelle adresse IP du POP de votre FAI? Bon, bien évidemment, comme je l'ai dit, si je viens quelque part ici, on est là. Je pense qu'ici, je dois mettre ça Hawaii parce que lorsque nous avons effectué la requête ping, mais traceroute, c'était pour Hawaii. Voilà, donc on est là. Donc, je vais d'abord revenir là où nous sommes. On est ici. La requête ping, c'était un www.hawaii.edu. C'est ici. On va copier ça là. Comme ça, on va garder une image bien nette de tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc, on dit le second saut de votre commande traceroute et votre appareil, sur votre appareil est généralement le POP de votre FAI. Quelle est l'adresse IP du POP de votre FAI? Ça va être celui-ci. Ok, c'est mon second saut. Je vais faire un petit CTRL C, mettre ça là. Ici c'est en rouge pour qu'on voit mieux. Voilà. Je peux faire ça. Petit espace. Voilà. Donc ça c'est l'adresse IP. Étape 3, essayez de découvrir l'emplacement physique de l'adresse IP de votre FAI POP, un point de présence qui possède le POP de votre deuxième routeur sur votre sortie traceroute. Vous pouvez rechercher IP local sur internet, c'est qui aboutira à une liste de sites qui vous donnera des informations sur une adresse IP. Remplissez le tableau ci-dessous avec des informations que vous avez découvertes lors de votre recherche sur IP. Vous devrez peut-être visiter plusieurs sites web, des recherches différents pour obtenir toutes les informations que nous voudrons. Alors ici, en tout cas, moi je vais justement travailler avec ce qui a marché. Donc on ne change pas l'équipe qui gagne. On est ici, un petit CTRL V, Inter. Voilà, donc ici, on dit la second hop. Donc la deuxième adresse IP que nous avons, c'est celle-ci. Nous avions déjà. L'ASP, c'est ça. La ville, la région. Ville, entre ces pays, ville, c'est city. La région, New York. Le pays, États-Unis. Donc voilà comment vous allez remplir ces tableaux. Donc, vous prenez juste votre deuxième saut. Votre deuxième saut, ce sera celui-ci. C'est le mien. Vous aurez votre deuxième saut que vous allez utiliser pour remplir ce petit tableau qui est là. Je vais mettre ça en rouge, d'abord en gras, puis en rouge, en gras d'abord, et puis en rouge pour signifier que c'est ce que nous avons utilisé. Voilà. Les informations concernant le nom du FAI sont généralement très fiables. Toutefois, les informations des localisations physiques peuvent ne pas être exactes. Dans de nombreux cas, l'emplacement physique répertorié peut être à des centaines de kilomètres de l'endroit où se trouve réellement le routeur et les centres de données. Il pourrait s'agir du bureau administratif du FAI ou même d'un endroit aléatoire. Étant donné que les informations des géolocalisations, longitude et latitude enregistrées par le FAI sont rarement exactes, vous ne pouvez pas vous fier à ces informations pour trouver l'emplacement réel du point de présence. Dans ces cas, vous devrez communiquer avec votre propre FAI pour savoir s'il vous dira où se trouvent ces points de présence. Étape 4. Examiner pourquoi les informations des géolocalisations ne sont pas toujours exactes. Alors là, on va faire une recherche sur Google. On va juste taper les mots 60 millions d'adresses IP Kansas.
vous retrouverez plusieurs articles sur un FAI qui a choisi d'utiliser une géolocalisation, latitude et longitude, au centre des États-Unis pour enregistrer plus de 600 millions d'adresses IP. Malheureusement, cette latitude et cette longitude sont une maison privée au milieu du Kansas et non un fournisseur d'accès Internet. Et donc, toute personne ayant des plaintes au sujet du FAI, de sa connexion Internet ou de la réception de spam provenant de l'une de ces adresses IP communiquera avec le propriétaire. Vous pouvez imaginer les difficultés qui sont suivies tant pour les personnes qui appellent la maison que pour les propriétaires du Kansas. Soyez sceptiques à l'égard de toute information de géolocalisation qui montre des appareils allant de l'emplacement à des centaines ou des milliers de kilomètres de distance. Vous pouvez revenir à nouveau. Par exemple, le paquet ne sont pas normalement transférés de la Californie vers le Kansas et vers la Californie. Donc, ce que vous allez faire quand vous allez finir ce travail pratique, c'est faire un petit copier de ceci et venir sur notre Google. Viens là, un petit coller, et puis vous allez faire une recherche là, lire des articles qui parlent de ceci. Vous laissez là. Vous décidez de rester sur le français, donc ça dépend de vous. Voilà. Alors, étudier le réseau FAI local. Pour l'exemple des sorties trace-route réelles illustrées ci-dessous, les SO2A9 appartiennent tous à Comcast. Donc, on va déjà rentrer, on va réduire ça. On réduit également ça. Donc, on revient ici. Alors, on dit que les SO2A9 appartiennent tous 2 à 9. Donc, on est ici de 2 à 9. Donc, on est juste ici. Voilà, on voit qu'il y a un Comcast. Ok. Donc, on dit que ces SO appartiennent tous à Comcast. Rappelons que les adresses IPv4 réelles de ces routeurs ont été modifiées pour cette activité. Ok. Par conséquent, vous ne pouvez pas les utiliser pour effectuer une recherche IP. Logiquement, parce que on a vu que toutes ces adresses ici que nous avons, les 10 points machin, sont des adresses IP privées. Ok. Cependant, vous pouvez rechercher l'adresse IP de votre propre sortie trace-route afin de déterminer combien de SO appartiennent à votre fournisseur de services Internet. Bon, en gros, ce qu'il nous a demandé de faire, c'est de venir faire encore un petit copier ici. Donc, on voit cette adresse IP ici, par exemple. Je vais copier ça comme ça. Venir sur iplocation.net. Ok, donc, on vient ici, on enlève les parenthèses, le crochet. Je viens sur iplook-up. Et puis, je veux avoir des informations par rapport à cette adresse IP ici. Ouais. Donc là, je suis maintenant en public check et tout. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est ce qui vous sera recommandé de faire. Donc, après que vous avez effectué votre trace route, vous allez commencer à prendre chaque adresse IP qui est là. OK. Et puis, mettre cette adresse IP là sur... venir copier ça sur iplocation.net et voir quelles sont les informations qui sont réellement affichées. Ok, là, c'est bon. Voilà. Ok, maintenant là, on va continuer. Ce sont les mêmes informations que nous avons obtenues, que nous avons justement copiées ici pour les avoir à notre portée de main. A, dans Packet Tracer, accéder à Monterey, vous pouvez cliquer sur le bâtiment monterey.ca. Alors c'est simple. On réduit un peu ça. On sort un peu. On vient sur monterey.ca. Je pense que vous voyez. Sinon, je peux agrandir un peu. On clique sur monterey.ca. Nous sommes là. Notez que les deux routeurs du rack appartiennent à comcast.net. Vous pouvez passer votre souris sur chaque routeur pour voir les adresses IPv4. Vous pouvez également cliquer sur chaque routeur et étudier l'adressage IPv4 dans l'onglet config. Voilà. Il y a deux façons de faire. Soit on prend notre souris. Commencez toujours quand vous quittez. Vous êtes par exemple sur votre document ou autre. Vous avez cliqué ici. Quand vous revenez sur Packet Tracer, cliquez dessus pour que votre souris puisse prendre effet. Donc là, je suis sur Packet Tracer. Je prends ma souris, je l'amène légèrement vers l'équipement. Je le dépose. Bingo, j'ai les différentes adresses IP par rapport à l'interface gigabit 00, gigabit 10. Je fais la même chose. Je viens sur le deuxième routeur qui est là. Je mets ma souris. Je vois que j'ai les différentes adresses IP et les interfaces. Ok, je mets même le nom du périphérique et tout et tout. Alors, une autre façon de le faire, ça sera de cliquer sur le périphérique. Moi, je vais vous montrer deux façons de faire. La première, c'est venir sur config qui est là. Et puis, une fois que je suis sur config, je peux voir les informations sur l'interface gigabit 00. D'abord, sur gigabit 00, j'ai l'adresse IP qui est là et le masque de sous-réseau. Pareil pour gigabit 01. L'adresse IP qui est là et le masque de sous-réseau. Ok. Et si je viens sur global, j'ai
bien évidemment les informations globales par rapport à ces routeurs, en l'occurrence son nom et tout et tout. Donc là, je vais mettre ça un petit peu là. Je vais venir sur Settings, voir un peu tout ce qu'il y a, le nom du routeur et le nom de l'affichage. Alors maintenant, une deuxième façon de faire, c'est de venir, ça c'était sur le premier équipement qui était avec un petit 02, donc RUR 02, et puis on vient sur le deuxième équipement, le deuxième routeur, je clique dessus. Alors ici tout particulièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer dans le mode d'exécution privilégié, et puis je vais taper la commande Show IP Interface Brief. Donc je viens sur le CLI, je fais un petit Enter, un petit Enable, pour passer du mode d'exécution utilisateur au mode d'exécution privilégié. Puis là, je vais taper un petit Show IP Interface Brief. Je pense que vous connaissez déjà cette commande. Elle est très utile. Donc là également, je peux voir avec beaucoup plus de précision. Pourquoi on aime cette commande, c'est que on peut voir que là, l'interface Gigabit 00, l'adresse IP est là et tout. Mais on a également les statuts. Il faut dire que l'interface, elle est allumée et puis ça fonctionne. Le protocole fonctionne. OK. Pareil pour Gigabit 01. Donc c'est un peu de ça dont on parle. Alors maintenant, là, il y a des questions intéressantes qui sont justement posées et auxquelles nous allons devoir répondre. Par exemple, on dit, quelle est l'adresse IPv4 du saut? Je pense que ça va être le troisième saut. Hein, du saut 3 dans la sortie traceroute packet tracer. Ok, donc je pense qu'on avait déjà cette figure entre nos mains. On voit que pour ce troisième saut, l'adresse IP est là. Donc le 10.110.178.133. La preuve, c'est que si nous revenons sur Packet Tracer, sur notre petit programme Traceroute, on voit que notre troisième saut est là. Donc le 10.110.178.133. Parfait. Maintenant, indiquer les routeurs. Donc, quel routeur et interface dans les bâtiments Monterey.ca sont configurés avec cette adresse IPv4. Ok. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir. On va revenir sur notre premier routeur que nous avons fait. On va cliquer dessus à nouveau. On va venir sur ces différentes interfaces et on va chercher l'interface, soit ces routeurs-ci, soit ces routeurs-ci, ces routeurs-là. On va chercher l'interface qui est un peu. Je vais d'abord copier l'adresse IP pour qu'on ne puisse pas la perdre de vue. Ça, on va rester un peu plus concentré. Quand je prends cette adresse IP ici, je la copie. Donc, je suis bien là, je copie l'adresse IP. Est-ce que je peux venir ici? Ouais. Je peux mettre ça en rouge parce qu'ici il y a la réponse. On peut mettre la réponse ici. Je mets ça en rouge. Puis je. Petit espace. Je colle mon adresse IP. Non. Voilà. Je fais un petit peu comme ça. Voilà. Donc on a l'adresse IP qui est là. Maintenant, on vient sur notre routeur. On va sur le premier routeur. On va voir justement à quelle interface. Donc, quels les routeurs et quelle interface dans le bâtiment Monterey.ca sont configurés avec l'adresse IPv4 ici. Alors, je commence par cliquer sur la première interface, interface Gigabit 00. Parce que je remarque que j'ai l'adresse IP qui est le 10.110.178.133 qui correspond exactement à notre troisième saut. Ok. Donc, les routeurs qui est utilisé, c'est ces routeurs ici. Donc, si je viens sur Settings, je vois que le nom du routeur est là. Donc, je peux copier ça. Mettre ça ici. Et en rouge. Je colle ça. OK. Et puis, je mets un petit grep. Donc, l'interface utilisée, comme on l'a vu, c'était l'interface Gigabit 00. Je ne vais pas tout écrire. Vous comprenez que si je mets un petit G 00, c'est pour dire que c'est les routeurs est là et l'interface est l'interface Gigabit 00. On continue, on lit l'adresse IP du quatrième saut dans la sortie traceroute Packet Tracer. Donc si on rentre sur notre packet, en gros c'est la même chose que ce que nous avons fait, c'est que nous avons pour notre portée de main, cette image ici, plutôt ces documents ici que je copiais, ou bien le Packet Tracer, ça dépend de vous. Je pense que on peut aussi prendre ce qu'il y a sur ces documents, copions ce quatrième saut, c'est le 10.39.198.129, on fait un petit copier. Et pour en avoir le cœur net, on va sur Home PC. On voit aussi que c'est la même chose. Si on descend un peu, on est sur le quatrième saut qui est le 10.139.198.129. Ok, c'est exactement la même chose. Je fais un petit copier. Je viens ici, je vais avoir la réponse par rapport à tout ça. Voilà, je
Je viens faire un petit coller. Donc, voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est bon, c'est parfait. Maintenant, on fait voir l'interface qui est justement reliée à cette adresse IP ici, le routeur et l'interface. Même exercice. On vient, on voit que ça ne peut pas déjà être ceci. Cette interface, ça peut être celle-ci, non? On vient sur la deuxième interface. On veut voir si on a toujours notre 10.139.129. On voit que c'est pas ça. Si on a 130, mais on cherche 129. Donc, c'est pas ces routeurs-ci. On va sur Gigabit 0, Gigabit 2.0. On voit que même là, c'est pire. Il y a aucune adresse IP qui est configurée sur cette interface-ci. Donc, c'est pas ces routeurs ici qui est le RUR 02. OK? Donc, on réduit ça. On va sur le deuxième routeur qui est le RUR 01. On clique dessus. Alors là, c'est mieux pour voir tout ceci parce que automatiquement, avec la commande sur IP Interface Brief, on voit sans l'ombre d'un doute que l'adresse IP ici 10.139.192.129 est justement rattachée à ces routeurs ici. OK? À l'interface Gigabit 00. Et on est justement ici. Donc, même exercice. On a l'équipement, le routeur en question. Le nom est là. Je vais copier tout ceci pour le nom du routeur. Je viens sur copier. Je viens là. Je vais d'abord commencer à démasquer tout ça. Mettre un petit flèche rouge. Espace. Et CTRL V. On voit le nom du routeur. OK. On fait l'interface. Un petit grep pour séparer tout ça. Et notre interface Gigabit 00. Et tout ça. Voilà. Voilà. Question suivante. Pourquoi pensez-vous que les adresses IP des autres interfaces ne sont pas affichées dans la sortie traceroute? En fait, ces interfaces sont la source des paquets qui sont envoyés à la destination des sources suivantes. Les adresses IP ne sont pas affichées dans la sortie traceroute. C'est la raison pour laquelle nous n'allons pas voir ces différentes adresses IP ici. Là, on peut continuer, répertorier les sauts de votre propre sortie traceroute qui appartiennent à votre interface et de votre FAI, fournisseur d'accès à des services ou fournisseur d'accès à Internet local. Voilà, en tout cas, vous allez le faire. Comprenez, vous copiez ce que vous avez là sur iplocation.net et vous allez voir toutes les informations correspondantes. Étape 6. Examinez le nom du domaine dans la sortie pour découvrir plus d'indices sur l'emplacement des routeurs à chaque saut. Nom de domaine, s'il y en a, dans le traceroute peut fournir des informations supplémentaires. Il n'y a pas de convention de nomination standard. Si et comment il est utilisé est uniquement à la discrétion de l'administrateur de l'équipement ou de l'appareil. Dans la sortie traceroute ci-dessus, Comcast a fourni des informations dans les noms de domaine qui vous donnent un indice sur l'emplacement réel du routeur. Ça d'ailleurs c'est super, c'est qu'on va voir que sur toute notre sortie que nous avons ici, ok, on voit toujours qu'il y a le nom qui est là, on a Monterey, on a Santa Clara, on a Sunny Valley, on a Nef Greatos. Voilà un peu, et puis on a les restes qui va suivre. Là, on m'a fait une idée de tout ce qui se situe. Et puis on a dit, on a toutes ces villes sont situées dans la même région géographique connue sous le nom des zones de la baie de San Francisco, donc SFBA, et sont contrôlées par Comcast. Vous pouvez aussi voir ça ici. Okay. SFBA, SFBA, SFBA. Okay. Donc on a Monterey, Santa Clara, Sunny Valley, San José, Californie. Ok. Nous avons fait l'hypothèse dans Packet Tracer que tous les routeurs avec la même ville dans le nom des domaines sont dans les mêmes centres de données. Par exemple, comme vous l'avez vu, ces deux routeurs se trouvent dans le bâtiment monterey.ca. Okay? Donc alors, à la fois on a les routeurs que nous avons ici et l'autre là qui sont justement sur monterey.ca. Alors, quelles informations, les cas échéants, pouvez-vous déchiffrer les noms de domaines avec votre propre fournisseur d'accès Internet local? Bon, si je vais sur ma sortie, est-ce que je peux voir? Bon, je vois ici un nom Atlas. Je suppose que ce sont les Atlas.
Je vois ici que je suis venu sur New York parce que là, il y a le nom New York qui apparaît. Je vois qu'il est sur Los Angeles. Los Angeles. Et puis là, je suis sur à l'université. Donc, avec les noms qui apparaissent, je peux voir les différents routeurs hein, qui, justement, sont dans mon schéma, dans mon itinéraire de la source de mon routeur à la destination du routeur de l'université. Okay. Alors, dans Packet Tracer, accéder à Monterey, notez la liaison vers le nord, quittant monterey.ca. Et donc là, je suis dans mon Packet Tracer, je suis à monterey.ca. Ok. Là, on me demande de noter les liaisons qui quittent monterey.ca. On a différentes liaisons qui sont là. Naviguer vers le haut jusqu'à Intercity. Donc on navigue vers le haut et nous sommes à Intercity. On est toujours à Monterey. Alors la liaison qui quitte encore Monterey ici que nous avons, cette liaison ici, bon, on vient justement de la source, hein, donc monterey.ca sfba.comcast.net et puis la destination c'est bien évidemment Santa Clara. Ok. Alors vous verrez une représentation des liens physiques entre la maison de Monterey et l'île d'Oahu. Ok. Alors on était à Monterey, on va encore quitter pour revenir à Intercity. Quitte une seconde fois. Voilà, donc là on est à Monterey maintenant, ici, comme notre petite ville, mais sur Packet Tracer, sur le mode physique, on est bien évidemment Intercity. Ok. Bon, Packet Tracer n'autorise pas le renommage d'Intercity. Ok, c'est bon. Donc on est dans la maison de Monterey, on est là. Et l'île d'Oahu. Donc si on essaie un peu d'agrandir, on va voir que nous sommes là jusqu'en Honolulu, où se trouve le serveur de l'université d'Hawaï Honolulu. Notez que le lien va d'abord de Monterey à San José. Donc on est à Monterey à San José. Puis à Los Angeles. Los Angeles est là. Okay. Avant de traverser l'océan Pacifique à Honolulu. Voilà. Maintenant, on demande de cliquer sur San José. Notez qu'il existe 3 bâtiments. Clique sur San José qui est là. Nous avons 3 bâtiments qui viennent évidemment là. Donc notez qu'il existe 3 bâtiments, chacun étiqueté avec une partie du nom et domaine couvert dans la sortie Packet Tracer. Voilà. Dans ce Packet Tracer, nous avions ces différentes sorties. Ok. Et ce sont ces différentes sorties qui sont également ici. Donc Santa Clara, Sunny Valley et puis Great Oaks. Les routeurs portant le même nom de domaine se trouvent dans le même bâtiment. Voilà. Donc tous les routeurs qui vont porter ce nom de domaine ici, Santa Clara par exemple, ou bien Sunny Valley, vont se trouver dans le même bâtiment. Ok. Donc on est ici. Tous les Santa Clara ici seront dans... Bon, il y aura un bâtiment pour les routeurs Santa Clara et puis tous les Sunny Valley seront ici. Tous les Great Oaks seront également ici. Examinez chaque bâtiment, routeur et interface pour compléter le tableau. Il n'y a pas de problème. Alors on va commencer par le 5e saut, ce qui est très intéressant. Alors comment on va faire? De façon toute simple, c'est qu'on commence d'abord par trouver l'adresse IP. Ça va déjà trouver l'interface et puis le nom de domaine. Alors pour le 5e saut, nous sommes ici. L'adresse IP, bon, je peux même commencer par le nom de domaine, il n'y a pas non plus de problème. On voit que le nom de domaine commence précisément, donc ça, ce sont les informations qui viennent avant le nom de domaine. Le nom de domaine commence ici sur, on est sur le 5e saut, on va commencer ici. On est sur santaclara.ca.sfba.comcast.net. Donc ça c'est le nom de domaine. Nous allons copier. Bien coller ça ici. Et puis nous avons l'adresse IP, ok, qui est là. Je vais le mettre ici. Maintenant, on veut savoir c'est quelle interface justement qui est connectée à cette adresse IP ici. Alors, vous pouvez réduire ça. On sait déjà qu'on va venir sur le bâtiment santaclara.ca parce que c'est là qu'on va voir ces routeurs. On clique là. Voilà notre routeur qui est là. Ok. Alors, il y a 2 façons de faire. Je vous les ai montré. Je vais prendre la deuxième. Je clique sur le routeur. Je viens sur CLI. Un petit enter. Enable. Show
IP Interface Brief. OK. Maintenant que j'y suis, je vais faire ça un peu comme ça. Je cherche adresse IP 10.151.78.117. C'est ça. 10.151.78.117. L'interface est donc celle-ci. Je clique là, bien sûr copie, un petit CTRL V. C'est parfait. On continue. N'oubliez pas, hein, cette même sortie qui est copiée, c'est la sortie que j'ai sur Packet Tracer ici. On n'a pas inventé la roue. Le 6e saut, c'est celle-ci. Mais c'est encore mieux expliqué sur notre document que nous avons. Donc, le 6e saut, on est sur Sunny Valley. On commence ici. Jusque là. Un petit CTRL C. CTRL V. Adresse IP est là. Maintenant, on cherche l'interface. Alors là, on voit qu'on n'est plus sur Santa Clara, mais on est sur Sunny Valley. On va quitter ici. Je peux réduire tout ça. Ici. On va sur sunnyvalley.ca. Voilà, on a les routeurs. On a les routeurs donc CS03 et puis CR 012. Bon. Comme d'hab, on commence par cliquer sur le premier routeur. CLI. Un petit enable. Show IP Interface Brief. Là, on regarde. On a le... Je fais un petit peu comme ça. On a le 10.110.41.121, c'est ça. 10.110.41.121. Donc, l'interface, c'est l'interface gigabit 00. On la copie. Et on fait un petit coller. On est toujours sur Sunny Valley. On regarde si on a encore une adresse IP qui correspond à Sunny Valley. Oui. On a là le 7e saut. Toujours sur Sunny Valley. Donc, le nom est toujours là. Un petit copier. Un petit coller. L'adresse IP est celle-là. Un petit copier. Un petit coller. L'interface, bon, on regarde. Est-ce que nous avons ici un 110.46.29? Non. Si c'est .30 et là c'est .29. Non, c'est pas ces routeurs-ci. On réduit. On prend le deuxième routeur. On va sur CLI. Un petit enter. Enable. Show IP Interface Brief. En tout cas, j'abrège les commandes pour que vous puissiez vous habituer, pour gagner le temps. Voilà, donc on est là. On voit que le 10.110.46.30, c'est ça. OK. Donc on est ici, l'interface est gigabit 00. Copie. On vient coller. Le 8e point, le 8e saut, on est maintenant sur 9 Great Oaks. OK. Donc c'est ça. Petit copier. Un petit coller. Adresse IP est là. Puis on cherche l'interface. On commence par quitter ici parce qu'on est sur Sunny Valley. On doit aller sur 9 Great Oaks. On recule un peu. On est donc là. Ok. Donc maintenant qu'on y est, on va chercher au premier routeur. On va sur CLI. Un petit enable. Show IP Interface Brief. Là, on regarde. Est-ce que nous avons le 10.10.37.178? Voilà, c'est ça. On est là. L'interface, c'est bien évidemment gigabit 00 qu'on va copier. Venir coller. Voilà, 9e saut. On est ici. On est toujours sur... Voilà, on copie ça. Voilà, donc là même c'est mieux. On voit qu'on va aller directement sur P11. P11 est là. Clique dessus. C'est LI. Un petit enable. Un petit show IP Interface Brief.
C'est bon. Oh, mais j'ai oublié de prendre quelque chose de très important, l'adresse IP du 9e saut. Donc on rentre. On prend l'adresse IP du 9e saut qui est là. On copie. On colle. On cherche l'interface qui nous intéresse. Voilà, c'est 246. On voit que c'est l'interface gigabit 00. Okay. On vient copier. On vient coller. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je peux mettre tout ça en rouge et en gras pour que ça puisse bien se faire voir. Voilà. Donc, on a magistralement très bien rempli notre tableau. OK. Maintenant, une question intéressante. On dit quel est le bâtiment, le routeur, l'interface et l'adresse IPv4 de la liaison sortante vers Los Angeles. Bon, déjà, c'est simple. C'est qu'on va réduire tout ceci. On vient ici. Donc, si on vient sur greattalks.colborne, on veut justement chercher la liaison sortante vers Los Angeles. Donc on vient, on voit qu'il y a justement un câble, surtout des grâces, ne cliquez pas sur ces câbles parce que ça peut vous foutre votre travail en l'air, vous aurez l'effet de revenir. Mettez juste votre souris sur ces câbles et principalement cette liaison ici. Nous voyons que c'est principalement les routeurs rtsw.san.net. OK? .internet 2. Si ça disparaît, vous revenez encore. .internet 2.edu avec l'interface gigabit 1.0. C'est cette interface là que nous devons chercher son adresse IP qui va justement aller vers San José. Parce que si nous venons, nous allons voir que l'autre, nous n'avons pas. Nous avons plutôt l'autre interface là. Et l'autre routeur d'ailleurs. Si on agrandit un peu tout ça, on voit que c'est routeur ici. Donc rtsw san.net.internet 2. C'est ici que nous avons une connexion qui va vers Los Angeles. OK? Parce qu'on voit que cette connexion ici sur gigabit 1.0 qui va vers losa.net internet 2.edu gigabit 00. OK? C'est le port de destination. Donc ce qu'il va rester à faire, ce sera justement de chercher les bâtiments. Donc le bâtiment, les routeurs, l'interface, l'adresse IPv4 pour la liaison sortante vers Los Angeles. Okay. Donc on commence par le bâtiment. Le bâtiment, il est là. Donc Calibone, on copie. Donc, ici on va avoir un rouge. C'est ici. Pour voir ce qu'il faut justement faire. Voilà, un petit grep. Alors le routeur c'est ce routeur-ci. Copie. Bon, je peux faire disparaître ça. Ok. Voilà. L'interface. Avec l'interface, c'est l'interface gigabit 1.0. Donc si je clique sur le routeur, bien sûr c'est LI. Un petit enter, enable, IP, non, show, IP interface brief. Donc l'interface, c'est l'interface gigabit 1.0. On va copier, coller, voilà. Puis il reste plus que l'adresse IP qui est là. Voilà. Donc je change un peu. Voilà, donc là on a le bâtiment. Le bâtiment est là. Les routeurs est là. L'interface. Vous pouvez même voir l'interface. Hein. L'interface ici. L'interface, l'interface gigabit 1.0. OK. L'adresse IP est là. Alors comment est-ce que vous pouvez vous défendre si on vous demande de prouver que c'est logiquement cette adresse IP ici, l'interface et tout et tout. Et si vous sortez, vous venez juste sur ce câble, vous posez, vous voyez que on quitte d'Intercity, San José, on voit greattalks.calibone, on est dans le rack, on voit le nom du routeur et puis on voit l'interface. OK. Donc cette source ici qui va jusqu'au routeur de destination qui se trouve à Los Angeles. Voilà un peu. On continue. Donc on va maintenant voir le AXP de point d'échange. Donc un AXP Internet Exchange Point est généralement un centre de
colocation qui héberge de fournisseurs d'accès Internet et d'autres clients dans le but de se connecter les uns aux autres. À un moment donné, un FAI comme Comcast devrait transférer le paquet à un autre FAI. Cela s'est produit généralement dans un AXP, un point d'échange. Les emplacements sont souvent considérés comme étant à la périphérie du réseau d'un FAI, c'est-à-dire un endroit où les paquets quittent les réseaux internes du FAI et sont transférés à un autre FAI. C'est un endroit où le FAI et d'autres peuvent échanger du trafic Internet entre leurs réseaux. Les AXP sont généralement détenus et exploités par une partie neutre, ce qui signifie qu'ils ne sont pas un FAI ou un client de leur propre centre de données. Remarque, le terme est point d'accès réseau, donc NAP, est un terme plus ancien que le terme ASP, qui est maintenant obsolète. Étape 7, étudier le lien entre Comcast et Internet 2. Le dernier saut dans le réseau Comcast ASP avant que le paquet ne soit transféré à notre FAI s'est produit au saut 9. Si on revient ici pour notre saut 9, ça c'est le dernier point. Voilà, c'est parfait. Une fois encore, Comcast nous donne un indice où se trouvent les routeurs. Cependant, le nom de domaine n'indique pas une ville mais une adresse. Ok, donc on va rechercher sur Internet le 9 Grand Chaîne californienne. Bon, c'est mieux de faire cette recherche en anglais. Donc, de prendre ça. Voilà, nous sommes là. Vous découvrez qu'un centre de données Equinix est situé là et tout, Californie. Si vous utilisez ensuite Google Maps, effectuer cette recherche, vous pouvez utiliser la vue satellite ou une vue pour voir le bâtiment. Voilà. Donc, soit on peut utiliser Google Maps. Donc, je peux cliquer là directement sur le Maps et voir ce que ça affiche. Voilà. Donc, c'est là où nous sommes et tout. Là, c'est avec Google Maps. On peut justement voir où est-ce que nous sommes. Si on peut zoomer. Voilà où nous sommes exactement. Ok. On peut changer aussi de calque. Voilà. On est vraiment là. On peut zoomer encore. Zoomer. Voilà. Et on voit tout ce qu'il y a. Ok. Voilà. C'est parfait. Alors, on continue. On parle d'Equinix, c'est un point d'échange. Okay. Quelque part, on a vu aussi qu'on pouvait voir Equinix qui est là. Ok, donc on va cliquer sur ce deuxième lien. On va cliquer sur n'importe quel lien, on va voir ce que ça va donner. On commence avec celui-ci. On appelle l'Equinix. Voilà, Equinix est un point d'échange internet connu sous le nom d'Equinix SV5. Il faut une connexion entre différents FAI et héberge la connexion entre Comcast et le prochain FAI qui est Internet 2. Donc c'est Equinix là et là. Si on veut le contacter, on n'a qu'à le contacter. En gros, il n'y a rien de grave ici. Moi, je vais pas les contacter maintenant. Ok. On continue. B, il existe de nombreux sites web qui fournissent des informations sur le grand centre de données AXP, y compris le FAI qu'ils hébergent. Recherchez ce qu'on a là, Inflect Data Center sur Internet, utilisez le site web pour explorer et voir ce que vous pouvez trouver où il désigne Comcast comme l'une des grandes organisations ou comme l'une des organisations hébergées chez Equinix SV5. On copie un peu ça. Voilà, on vient sur le premier site par exemple, on voit comment Equinix SV5 là. Clique dessus. Voilà, donc là, on a notre Equinix qui est là et tout. Donc c'est parfait. On peut voir hein, les différents centres de données.
On doit écrire Equinix SV5. Là, on en a là. On peut voir le détail si on veut. Tout ça, ce sont quelques informations intéressantes qui nous concernent. Vous pouvez faire mieux les recherches, beaucoup plus de recherches là-dessus et voir comment est-ce que les choses se passent. Moi, je vous donne une vision d'ensemble de toutes les façons. On peut réduire ça. Dans Packet Trace sert à accéder à San José si nécessaire pour cliquer sur le bâtiment 9 Greatox.ca. Notez que le nom du routeur, le troisième routeur dans les racks indique qu'il appartient à Internet 2. Ce routeur est le 10e sur les traces routes. Ok. Bon, si on rentre sur Packet Tracer, on est sur San José, on est sur Greatox, Polyball et tout. On voit que ce routeur appartient à Internet 2, c'est bien. On a indiqué l'interface du 10e saut. On va revoir tout ce qui se passe ici. Donc on voit que sur le 10e saut, nous avons l'adresse IP qui est là. Donc 172.16.69.141. On va chercher l'interface. Le routeur est déjà là. On ne va pas se compliquer la tâche. On clique sur le routeur en question. On veut justement voir l'adresse IP que nous avions. C'était le 172.16.69.141. C'est cela, 172.16.69.141. L'interface, bien évidemment, c'est l'interface gigabit 00. On est là. Copie ça, puis on vient. Voilà. Étape 8. Enquêter Internet 2. Internet 2. Est-ce une nouvelle version de l'Internet? Non. Internet 2 est un FSI à but non lucratif. Il s'agit d'un consortium de communautés de recherche, d'éducation, d'industrie et de gouvernement qui fournissent des services réseau haute vitesse, des services cloud et d'autres services adaptés à la recherche et à l'éducation. Recherchez les informations Wikipédia et d'autres sites web pour obtenir plus d'informations sur Internet 2. Alors, on dit que la vitesse de l'épine dorsale d'Internet qui fournit des connexions entre ses membres. On va faire des recherches dessus pour voir en fait ce qui se passe. Et puis on dit pour plus de plaisir, on va rechercher cet homme a lancé une nouvelle ou un nouveau fournisseur de services Internet depuis son garage. Et on voit que c'est l'histoire de Brent Kuykendall, un résident de la petite ville de Dillon Beach en Californie. Le service Internet dans sa ville était trop lent et coûteux. Il a alors commencé son propre FAI depuis son garage. Okay, voilà. Donc on peut voir Internet 2 moi sur Google. Et puis je vous donnerai une réponse que moi j'ai déjà toute trouvée. On est ici. On aimerait rentrer sur Google, c'est important pour nous. Internet 2. Voilà, on a beaucoup de sites qui nous demandent des informations ici sur Internet 2. Qu'est-ce que c'est tout et tout? On peut lire sur Wikipédia et voir les différentes réponses sur Internet 2. On peut changer la langue. Hein? Donc, je vais venir ici. On peut commencer à lire tout ce qu'il y a et tout par rapport à Internet 2. Les objectifs et tout. Puis on peut laisser ça en anglais comme ça et puis on change simplement la langue de Wikipédia pour avoir le français. Alors si on veut trouver la vitesse, on voit là que la vitesse est d'ailleurs déjà là. On voit qu'on est dans le 10 gigabits et tout. Vous pouvez lire l'article, c'est intéressant. Moi je trouve qu'en français il y a très peu de
il y a très peu d'informations. Voilà pourquoi j'aime toujours l'anglais. Sinon, la réponse que je peux vous donner est celle-ci. C'est qu'au moment de la rédaction de ces laboratoires, cette réponse peut être retrouvée sur Wikipédia dans la section objectifs. Ok. Donc, si on va sur objectif, on va retrouver la réponse à notre question. Ici, on est sur but. Bon, parce que but et objectif, c'est la même chose. Je sais pas trop. Si on rentre un petit peu, on va sur l'onglet, on va sur objectifs et tout. On voit qu'on a la réponse dans nos recherches. Alors, on vient, on peut traduire ça en français. Alors, on dit que Internet 2 fournit à la communauté de la recherche et de l'éducation des États-Unis un réseau qui répond à leurs besoins intensifs en bande passante. Le réseau lui-même est un réseau optique et de paquets hybrides dynamiques, robuste et rentable. Il fournit une épine dorsale de réseau de 100 gigabits par seconde à plus de 210 établissements d'enseignement des États-Unis, 70 sociétés et 45 organismes sans but lucratif et gouvernementaux. Ok. Et puis on voit les objectifs du consortium Internet 2. On voit que le premier objectif sera de développer et maintenir un réseau de pointe. Un deuxième objectif, ce sera d'exploiter pleinement la capacité de connexion au début grâce à l'utilisation d'applications de nouvelle génération. Et un troisième objectif sera de transférer de nouveaux services et applications réseau à tout le niveau d'utilisation éducative et éventuellement à la communauté Internet au sens large. Voilà, ça c'est intéressant. On a fini là. Bon, on peut voir cet homme. On fait encore un petit copier comme ça. Aller sur Google, faire un coller puis lire son histoire. Ce sera aussi un peu motivant pour vous. Viens là. Voilà, il est là. Vous pouvez cliquer là. Et puis voir son histoire. Plus de 3,5 millions de vues. C'est vraiment intéressant. Voilà, donc nous on va pas visualiser cette vidéo là maintenant, mais je vous montre juste à quoi ça ressemble. Voilà, petite pause là, c'est bon. Étape 9. Enquêter sur les liens avec Los Angeles. Notre trace route révèle que le prochain saut est un routeur Internet 2. Heureusement, les noms de domaine nous fournissent ces informations. Donc là, on a ces noms-là que nous avons. Alors, une recherche sur proxy des routeurs Internet 2 peut vous aider à vérifier que l'OSA, dans les noms de domaine, indique que ces routeurs Internet 2 se trouvent à Los Angeles. Okay. On voit ça. Californie. Le paquet peut en quitter la région de la baie de San Francisco, donc SFBA, se déplace vers le sud d'environ 350 000 à Los Angeles, en Californie. Le paquet trace sert à accéder de nouveau à Intercity. Donc on redit un peu ça. On est sur White Oaks, Californie. On fait un petit retour. On est sur San José. On rentre un petit peu. Et maintenant Intercity. Ok. Alors ça c'est parfait. Le bâtiment. Bon, on va cliquer sur Los Angeles. Non. Après Intercity, on va cliquer sur Los Angeles. On clique sur Los Angeles qui est là. C'est bon. Alors là maintenant on dit les bâtiments losa.net.internet2.edu est situé quelque part dans les comtés de Los Angeles. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. On clique dessus. On va cliquer dans l'intérieur du bâtiment. Voilà, c'est parfait. Le rack a un routeur qui est connecté à la baie de San Francisco. Un câble sous-marin qui traverse l'océan Pacifique. Alors, quelle interface utiliser pour ces 11e sauts de trace route? Alors, c'est simple, on voit l'adresse IP que nous avons là. On va juste chercher l'interface qui est rattachée à cette adresse IP là. Alors, ça, je montre la première méthode dont je vous avais parlé au début. On vient sur config. On commence à voir les interfaces. On peut voir la première interface gigabit 00. On voit si c'est l'interface à adresse IP 172.16.20.255. Interface pour le 11e saut, celui-là, 172.16.20.255. Heureusement qu'on tombe directement sur la bonne interface, qui est l'interface gigabit 00. Donc là, notre réponse, ça sera l'interface gigabit 00. Ok. Vous convenez avec moi que j'aime bien voir avec j'aurais fait une interface brief parce que je
je peux avoir une vision d'ensemble de toutes les interfaces. Par contre, ici, il faut que je clique sur chaque interface. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'est l'interface Gigabit 00. On peut faire un petit copier. Quelque chose de louche ici. Non, c'est pas ça. Ça ne s'est pas bien copié. C'est CTRL Z. Je mets juste un petit G. Je pense que c'est la même interface que celle-ci. Je n'ai qu'à copier ça. Puis je viens ici. Et je colle. Voilà. Donc là, c'est parfait. Donc là, sur le 11e saut, on est encore l'interface Gigabit 00. Continue. Étape 10, étudier les liens qui traversent l'océan Pacifique. Le prochain saut est là. Ok, donc comme on va le voir. Donc, on est justement ici. Ok. Le prochain saut, c'est le 12e. Celui-ci. Ok. On a bien qu'aucune information sur le nom de domaine ne soit fournie. Il y a deux informations intéressantes ici. Je vais réduire ça. Alors, bien que vous ne puissiez pas utiliser l'adresse IP pour cet exemple, car l'Inter converti en adresse IP privée, vous pouvez utiliser un site web recherche IP pour déterminer qui possède l'adresse IP de votre résultat. Dans l'exemple ici, les auteurs ont pu déterminer que l'adresse IP du 12e saut appartient également à Internet 2. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on regarde les temps d'aller-retour. 85 millisecondes, 87 millisecondes et puis 85 millisecondes. Notez qu'il y a une forte augmentation du temps par rapport au saut précédent de San José à Los Angeles. Donc là, on avait évidemment 24 millisecondes, 24 millisecondes, 23 millisecondes. Maintenant, ici, on a rapidement une hausse, hein, donc 85, 87, 85. Alors, on dit, pourquoi voyons-nous des augmentations incrémentielles plus petites des sauts 1 à 11, puis un tel saut dans les temps d'aller-retour au saut 12? Donc, si je vais vous montrer ici, du saut 1 à 11, on n'a pas grand-chose. On est dans le 3, 4, 3, et puis là, on est dans le 16 millisecondes, là, dans le 24, mais ici, on est dans le 87 millisecondes et tout et tout. Alors, on dit, nous pouvons en déduire que ces routeurs au saut 12 doit être beaucoup plus loin que le routeur précédent au saut 11 à Los Angeles, Californie. Nous remarquons également qu'il n'y a pas d'autre endroit dans notre trace route qui montre une telle différence des temps qu'il y a entre le saut 11 en Californie et le saut 12. Ces routeurs se trouvent à Internet 2. Donc, par conséquent, ces paquets doivent parcourir une distance beaucoup plus longue que n'importe quel autre point sur le chemin de Monterey à Hawaï. Les routeurs au saut 12 doivent être à Hawaï où les paquets ont parcouru près de 250 miles de la Californie. On voit que c'est plus de 4000 km, hein, donc c'est quand même beaucoup. Ces routeurs se trouvent à l'Internet 2, Peer Exchange, à Hawaï et est le dernier saut dans le réseau Internet 2. Donc Internet 2, XP transmet le paquet au routeur des sauts suivants appartenant à l'Université d'Hawaï. Recherchez sur Internet carte du câble sous-marin. Vous voyez si vous pouvez localiser le câble sous-marin qui ont un point d'atterrissage à la fois à Hermosa Beach et à Hawaï. Donc, on va justement copier ça sur Internet. Voilà, donc on a le premier lien ici qui nous intéresse, donc Submarine Cable Map. On peut aller là. Voilà, c'est parfait. Alors, je pense qu'on va justement réduire ça un petit peu ici. Voilà, donc on dit combien de câbles sous-marins se terminent à Hermosa Beach. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aussi simple, simplement écrire Hermosa Beach sur la recherche et voir si on va trouver quelque chose d'intéressant. Voilà, on voit Hermosa Beach, c'est bon. Voilà, donc là, quand j'effectue cette recherche sur Hermosa Beach, ici, chose intéressante que je vais devoir creuser. Donc,
zoomer un petit peu, je vais zoomer un petit peu, je vais zoomer un petit peu. Je continue de zoomer un petit peu, voilà, jusqu'à ce que je suis là, à Hermosa Beach aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que je remarque? Bon, la date semble le 6 janvier 2024. Alors, en ce moment-ci, le câble sous-marin qui se termine à Hermosa Beach, nous avons le premier câble, celui-ci. Je sais pas si je peux bien voir. Voilà. Oh là là, j'ai perdu Hermosa Beach. Moi, j'ai un gros toy pour eux. Donc, faut surtout pas cliquer. Parce que là, c'est voilà, j'ai 3 câbles. Ok, il faut déjà retenir là, j'ai 3 câbles. Alors, le premier câble, je peux mettre le souris dessus ici. Bon, je pense à celui qui est en bas ici. Ouais, j'ai le câble Jupiter. Ok, ce câble ici bleu. Que je viens. Voilà, j'ai le câble. Deuxième câble, c'est le câble Asia Connect Cable-1. Ok. Le troisième câble, c'est le câble C-US. On voit les 3 câbles qui vont jusqu'à Hermosa Beach. Donc voilà. Donc Jupiter, on a Jupiter, on a C-US, et puis on a le câble Asia, quelque chose comme ça. Voilà, Asia Connect -1. On les 3 câbles que nous avons là. On continue. Quel est le câble du sous-marin qui relie Hermosa Beach à Hawaï? Ok. Donc là, on va continuer un peu avec les recherches. Donc, si je reviens sur Hermosa Beach, on va voir le câble qui va jusqu'à Hawaï. On a 2 câbles ici et puis on a Hawaï quelque part ici. Ok. Ok, c'est ce câble ici. Voilà, ce câble ici, C-US. C'est ce câble ici vers C-US qui quitte les Hermosa Beach ici vers Hawaï. Ouais, c'est le même câble ici. Vert. Voilà. C'est bon. Alors, on dit quel est le nom du point d'atterrissage à Hawaï. Maintenant, on va zoomer un peu. On va voir quel est le nom du point d'atterrissage à Hawaï. Alors, on est où là? Voilà, le nom est là. Le nom, c'est Maka'a. Donc, Maka'a, c'est le point d'atterrissage à Hawaï. Ok, prochaine chose, combien de câbles sous-marins se terminent à ces points d'atterrissage? Bon. Alors là, si je clique sur Maka'a ici, parce que j'ai cliqué. Maka'a, c'est ici. Faut être un peu plus patient quand vous utilisez ces différents types de câbles. Voilà, ça c'est parfait. On devait voir quelque chose comme ça. Donc on a 1, 2, 3, 4 câbles. Ok. Bien sûr, on a notre fameux câble C-US qui est là. Ok. C'est le premier câble. Le deuxième câble, c'est quoi? C'est Japan-US et tout. Le troisième câble, c'est HIFN, donc Hawaii Island Fiber Network. Puis le quatrième câble, c'est Paniolo Cable Network. Ok. Ce sont les 4 câbles sous-marins qui se terminent à ces points d'atterrissage à Hawaï, justement à Maka'a. C'est parfait. Le câble C-US a été réalisé dans le cadre d'un partenariat entre l'Université d'Hawaï et RAM Telecom International. Ces partenariats permettent au système de l'Université d'Hawaï de relier Hawaï à la zone continentale des États-Unis, Guam et au-delà. Rechercher Underwater Cable de vitesse UHD Connection à travers le Pacifique. Je
Donc ça, c'est vraiment une traduction totalement littérale. Je vais faire un copier simplement. Google va m'aider à corriger tout ça. Voilà, il y a une vidéo d'ailleurs qui est là. Vous pouvez la visualiser aussi. Voilà, c'est un peu tout ça. Ok. Voilà. Alors, plus d'informations, rechercher d'autres. C'est ce que je disais, hein, pour voir un article et une vidéo sur ces câbles posés à travers l'océan Pacifique. Donc ça, c'est bon. Ici, la vidéo est déjà là. L'article, vous pouvez voir ça sur Internet. Alors, ici, on dit pour plus d'informations, rechercher YouTube et d'autres sites vidéo pour câbles sous-marins. Vous trouverez de nombreuses vidéos montrant comment le câble sont construits et posés sur le fond de la mer. Voilà. Faites des recherches sur le câble sous-marin, même de documentaires. Hein. Câble sous-marin, moi je peux écrire documentaire pour voir en fait tout ce qu'il y a. Tout ce qui est réalisé sur le câble sous-marin. Voilà un peu. Ça c'est bon. Dans paquet tracer, accéder à nouveau à Intercity. Donc on réduit un peu ça. Alors nous sommes où là? Nous sommes, on réduit ça. Nous sommes justement ici à Los quelque chose. On va quitter. On est sur Los Angeles. On va quitter. On est sur Intercity, c'est une bonne chose. Suivez le câble à travers l'océan Pacifique. Deux répéteurs sont montrés ici. Bien qu'il y en aurait eu beaucoup plus. Hein. Donc, il y en aurait plus de dizaines. Ici, il y a ce répéteur ici et ce répéteur là. Donc en gros, nous sommes sur Los Angeles. Ok. Le câble vient. Le premier répéteur il est là. Le deuxième répéteur est là. Ok. Le répéteur c'est intéressant surtout pour régénérer le signal. Vous savez qu'après 100 mètres, le câble perd leur signal. Surtout le câble UTP ou STP et tout et tout. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien de mettre des répéteurs pour amplifier le signal. Cherchez sur internet, vous trouverez combien de kilomètres séparent chaque répéteur de câble sous-marin. On peut écrire seulement C6 sur internet, okay, pour voir les réponses. Donc en gros ici c'est vraiment un travail pratique orienté recherche. Vous allez beaucoup apprendre. Donc si on revient là, j'étais ici, je peux revenir sur Google et tout. Donc un petit CTRL V. Voilà, ces répéteurs sont positionnés tous les 100 km pour amplifier le signal. Okay, ça c'est bien. La paire des fibres optiques présentes dans les câbles sous-marins répète le signal. À mesure que le signal parcourt de la distance, il s'altère. Les répéteurs sont positionnés tous les 100 km pour amplifier le signal. Ça c'est bon. Alors cliquez sur Honolulu, donc on réduit ça. On vient ici. Clique sur Honolulu, c'est parfait. Alors, vous êtes maintenant sur l'île d'Oahu. Notez que le câble sous-marin se termine à Makaha. Ok. L'île d'Honolulu est là, c'est bon, tout est parfait. Makaha, c'est ça, dont on avait parlé tout à l'heure. Notez que le bâtiment I2PX Hawaii, dans le rack sont deux routeurs. Le premier appartient à l'AXP et le deuxième représente le deuxième saut. La sortie trace route. Ok. Donc on va chercher ces bâtiments-ci. Je pense que c'est celui-ci. Très bien. Quelle interface est assignée au deuxième saut? Donc on a vu que pour notre deuxième saut, si on ouvre notre document ici, le deuxième saut c'est 172.16.47.134. Ok. Et on voit que c'est principalement dans ces bâtiments IPX2 Hawaii. Maintenant, on va chercher un peu c'est où. On commence d'abord par notre premier routeur Hawaii qui est là. Tout. On va sur CLI. On fait un petit enable et puis show IP interface brief. On voit que, donc, si vous pouvez voir ça de façon plus claire, le 12e saut. Il est là, 172.16.47.134. Et donc là, on a 172.16.47.134. Donc, on copie cette adresse IP ici. Plutôt l'interface que nous avons ici, l'interface gigabit 00. Ok. Et on l'a copié ici.
Voilà, nous avons l'interface gigabit 00 qui est pour notre 12e saut. Maintenant, on vient sur le 13e saut. Le prochain saut, c'est que nous voyons là que la net uhnet.net. On dit que le nom de domaine de ces routeurs indique qu'il fait partie du réseau de l'université d'Hawaï, uhnet.net. Ces routeurs est situé à Honolulu. Internet Change, donc HIX à Honolulu, Hawaï, probablement situé dans le même AX que les routeurs IP, donc I2PX Hawaï. Donc là, on va venir sur ces routeurs ici. Donc ici, vous faites un petit enable, donc venez sur CLI, un petit enable et puis show IP interface brief. Donc là, on voit que nous sommes sur le 205. On doit chercher l'interface que nous avons ici, Colana et tout et tout et tout. On cherche l'adresse IP qui est le 205.166.205.29. Alors ici, je ne vois pas ça. Je rentre un peu sur un document. Voilà, donc il y a juste une erreur ici. Donc je voulais mentionner l'erreur, c'est que probablement dans la copie des paquets tracers, ils ont oublié que pour le 13e saut, c'était le 172.30.205.29. Ok. Donc si cette adresse IP ici, ce n'est pas le 205.166.205.29. Parce que si vous revenez, donc j'ai fait ça comme ça. Si vous revenez sur notre toute première copie que nous avons fait sur Tracert, j'ai remarqué l'erreur quand je travaillais. Nous voyons que sur notre 13e saut, nous voyons que c'est bien évidemment le 172.30.205.29. Donc ici, c'était une erreur qu'ils ont reprise en pensant que c'est le 205. On devait corriger l'erreur en question, sinon on n'allait pas trouver la bonne interface. Heureusement que j'avais effectué la copie, donc ce n'est pas ça. C'est une erreur qu'il faudra remplacer. Donc maintenant qu'on est là, on va chercher notre 13e saut, parce que si on vient sur ces routeurs ici, c'est d'ailleurs ce qui m'a étonné, c'est que j'ai pas vu l'adresse IP avec des 105. Donc si on rentre, on voit que maintenant pour le 172.30.205.29, ce qui est d'ailleurs logique parce que si nous revenons sur notre sortie paquet tracer et tout, on voit que sur le 13e saut, quelque part là, on voit que c'est les 172.30.205.29, ok? C'est ça. Ce n'est pas ce que nous avions quelque part là, donc heureusement que je l'ai modifié. Donc là, comme c'est bon, l'interface est gigabit 00. Donc on va copier tout ceci. Et maintenant, on va regarder avec cette interface ici. Donc l'interface assignée c'est là. Donc, on va coller ça ici. Voilà, c'est bon. On continue, étape 12. Examiner la dernière adresse IP connue dans la sortie traceroute. Dans paquet tracer, tous les tronçons sont similaires. Revenez en Honolulu. Donc on est ici sur Hawaï, on revient en Honolulu. Parfait. Étudier le bâtiment uhnet.net. On est là, c'est ici. Si j'agrandis un peu, ce bâtiment ici. Et le campus hawaii.edu. C'est ça un peu. Le campus est là. Si on vient ici, hawaii.edu, c'est le campus. Ok, donc on est là. Parfait. Chaque bâtiment, vous trouverez les périphériques qui simulent le reste de traceroute dans paquet tracer. Dans la sortie traceroute du monde réel, les sauts commencent à temporiser. Pour, ouais, c'est normal. Moi ici, les sauts ont déjà commencé à temporiser à partir du 13e saut. Okay? Parce que j'étais déjà sur le réseau de l'université. Pour l'exemple de cette activité, il s'éteint au 15e saut. Il arrive probablement d'ailleurs pour vous à un saut différent. Donc tracer et tout, nous sommes là. 14e et 15e saut, ça s'éteint. Pour le 14e saut, le nom indique qu'il s'agit d'un routeur qui fait partie du réseau de l'université d'Hawaï. À ce stade, Traceroute commence à temporiser. Okay? Il est courant que le routeur et les autres périphériques tels qu'un serveur web ne répondent pas au message Traceroute. Un routeur peut même être configuré pour refuser tout message Traceroute transmis au routeur de saut suivant. Très probablement un routeur ou un pare-feu de l'université avant le serveur web bloque tout autre message Traceroute d'entrer dans les réseaux. Donc avant que ces serveurs ne puissent bloquer tous ces messages là, il y a bien évidemment un pare-feu qui est installé.
Cependant, vous avez suivi le chemin de ces paquets depuis Monterey, Californie, jusqu'à l'université d'Hawaï à Honolulu. Conclusion et certaines choses à considérer. Nous avons vu qu'en traçant le tronçon de notre trace-route, que nos paquets passaient par 3 groupes de réseaux différents. FAA et Comcast, ASP, donc Internet 2, réseau de l'université d'Hawaï. Ok, donc on peut voir un peu tout ça ici. Ok, donc de 1 à 9, de 10 à 12, et puis de 13 à 16. Comcast, Internet 2 et Université d'Hawaï sont tous deux connus sous le nom des systèmes autonomes AS. Internet est une interconnexion des centaines de systèmes autonomes à travers le monde. Sur Internet, les paquets sont transférés entre le système autonome. Un AS est généralement un FAI tel que Comcast, un fournisseur de télécommunications tel qu'Internet 2, un fournisseur de contenu tel que Netflix, une entreprise telle que Cisco Systems, ou un établissement d'enseignement comme l'Université d'Hawaï. Le paquet du Home Network de Monterey, Californie et l'Université d'Hawaï ont été envoyés de Comcast ASP à Internet 2 ASP et éventuellement à l'Université d'Hawaï. Dans chacun de ces AS, le paquet a été transféré par plusieurs routeurs appartenant à chaque AS. Bonus, vous essayez de passer en mode logique, bien que le mode a été laissé déverrouillé afin que l'étudiant curieux puisse trouver le plaisir de découvrir à quoi pourrait ressembler la présentation physique du trace-route dans cette activité comme une topologie logique. Bonne lecture. Bon, je crois pas que ces modes soient déverrouillés. Donc, on va faire simple. On va cliquer sur logique pour voir si c'est un mode qui est déverrouillé. Voilà, donc c'est pas possible. Donc là, le mode il est simplement verrouillé. Ça, c'est pas normalement possible de passer dessus. Et voilà, c'est ici que prend fin la résolution de ces travaux pratiques. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive et enrichissante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sinon, un simple D-Corp Academy dans les commentaires serait grandement apprécié et contribuerait à améliorer notre visibilité. Avant de partir, n'oubliez pas d'exprimer votre soutien en laissant un énorme pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos, en activant la cloche de notification pour être automatiquement informé lorsque une nouvelle vidéo sera publiée et bien sûr en partageant la vidéo à vos proches, à vos amis. Merci infiniment d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.